Est-ce que le terme de nudge vous dit quelque chose? On traduirait par coup de coude en français. C'est une incitation douce qui nous fait agir d'une manière plutôt qu'une autre. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les utiliser pour l'écologie au travail. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de comment on peut subtilement influencer les personnes dans nos entreprises à agir davantage pour l'écologie avec les nudges. Rassurez-vous si ce terme est nouveau pour vous, l'idée n'est évidemment pas d'hypnotiser ou d'ensorceler ses collègues pour contrôler leurs actions. Non, pas de poupée vaudou dans ses actions. C'est tout à fait légal et éthique, tant qu'on l'utilise pour aider les gens avec une bonne intention, on va dire. Si c'est pour les induire en erreur, qu'ils achètent quelque chose dont ils n'ont pas besoin, ce genre-là, c'est plus éthique du tout, évidemment. Bon, comme tout outil, la manière de l'utiliser peut faire le bien ou le mal, si je simplifie. Bon alors, d'où ça sort les nudges? Alors c'est très sérieux, ça sort d'études scientifiques sur nos cerveaux. Pour vous préparer cet épisode, j'ai notamment lu le livre Nudge, comment inspirer la bonne direction de Richard Thaler, qui est professeur d'économie et sciences comportementales à l'université de Chicago et qui a été prix Nobel d'économie en 2017. Rien que ça. Et ce livre, il l'a écrit avec Cass Sunstein, qui est juriste et professeur de droit à Harvard sur la régulation des risques. En tout cas, quand ils ont sorti ce livre, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, il faisait ce métier-là, maintenant je sais pas. Et c'est vraiment la référence sur le sujet des nudges que je vous partage aujourd'hui. J'ai eu l'idée de vous proposer cet épisode parce que, déjà le sujet est intéressant, mais aussi parce que j'ai fait un atelier écolo au boulot dans une entreprise. Le premier atelier. Youpi, joie, célébration. C'était dans le cadre de mon travail, mais bref, je vous passe les détails du pourquoi, du comment. En préparant l'atelier, j'ai pas mal échangé avec un salarié qui voulait travailler sur les éco-gestes et notamment trouver des pense-bêtes pour ses collègues. Pour qu'ils éteignent la lumière, pour qu'ils éteignent leur écran d'ordinateur, qu'ils ne fassent pas chauffer 2 litres d'eau dans la bouilloire juste pour une tasse, etc. Et il s'avère que pour les éco-gestes, les nudges peuvent être assez utiles, même si ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être utile parce que la première chose qu'on apprend dans le livre sur le sujet, c'est que notre cerveau a beaucoup de biais qui vont influencer nos actions et nos non-actions. Enfin, quand on n'agit pas. Dans le livre, on comprend qu'en fait, on est très occupé dans nos vies. On a plein de choses auxquelles penser et pour nous faciliter la vie, notre cerveau crée des raccourcis, des associations d'idées. La plupart du temps, ces raccourcis nous facilitent la vie. Mais parfois, ils nous induisent clairement en erreur. Et c'est pour cette raison qu'on parle de biais. Donc je vais vous les lister avec quelques exemples d'applications écolo au boulot et vous verrez au fur et à mesure que les nudges y viennent en réponse à ces biais. Avant de vous présenter les nudges, je vous propose d'avoir en tête une action, un éco-geste, quelque chose que vous voudriez que vos collègues fassent pour l'écologie au bureau. Ça y est? Vous avez trouvé? Vous pensez à quelque chose? Maintenant, vous allez pouvoir analyser chaque nudge que je vais citer et que je vais détailler sous le prisme de l'action écolo au boulot que vous voulez faire réaliser à vos collègues. Comme ça, ce sera un épisode de podcast d'écoute-action. Allez, c'est parti! Alors, le premier biais que je vais citer, c'est le biais d'optimisme. En fait, notre cerveau, tel une pop-up girl ou un pop-up boy, je sais pas, nous encourage tellement qu'on a un optimisme démesuré, irréaliste. On pense que la mauvaise conséquence ne nous arrivera pas. Et c'est clairement le cas sur le sujet du dérèglement climatique. On a une menace grave et imminente au-dessus de la tête, mais on pense qu'on va s'en sortir. On pense qu'on va trouver à temps des solutions technologiques qui n'existent pas encore, mais qui vont régler le problème. On pense que ça va pas nous toucher nous personnellement, ça touchera peut-être d'autres personnes, mais pas nous. Tout ça, c'est du biais d'optimisme. Alors ça peut se soigner entre guillemets avec de l'éducation, parce que plus on connaît le phénomène de dérèglement climatique, et plus on comprend l'urgence d'agir
et de ne pas compter que sur des solutions qui n'existent pas aujourd'hui, par exemple, et plus on comprend qu'il faut explorer toutes les solutions possibles. Et d'ailleurs, l'outil que j'aime bien proposer pour ça, c'est la fresque du climat. C'est un atelier dont j'avais longuement parlé dans un épisode précédent. Je l'avais animé en entreprise parce que ça aide bien à comprendre le problème de dérèglement climatique. Et donc c'est pour ça que l'atelier écolo au boulot que j'ai animé récemment, je l'ai démarré par une vidéo de 5-10 minutes sur le rapport du GIEC, qui présente, qui aide à comprendre pourquoi le climat se dérègle, comment nous, on est liés à tout ça, l'urgence d'agir bien et vite, etc. Et donc ça met tout le monde sur un même niveau de connaissance pour rentrer dans le sujet. J'ai choisi cette option de vidéo courte parce que j'étais un peu limitée dans le temps de mon atelier. Une fresque du climat, ça dure 3 heures. Mais voilà, donc l'idée c'était d'être la rabat-joie de service qui détruit le biais d'optimisme de tout le monde. Le biais suivant, j'enchaîne, il va toucher plutôt la possession. Il y a des expériences qui montrent qu'on va être beaucoup plus attaché à quelque chose qu'on a déjà que à quelque chose qu'on ne possède pas. Donc il sera beaucoup plus compliqué de se passer et d'abandonner quelque chose qu'on a déjà que de ne pas avoir cette chose. Et ça, en fait, même si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur ou pas beaucoup de valeur. En fait, dès que ça devient à nous, on y attache un intérêt supérieur. Ça y est, on y a mis notre petite part de sentiment, et voilà, c'est à nous et on veut pas le lâcher. Donc c'est pour ça que le changement c'est si difficile. On est attaché à ce qu'on connaît, à ce qu'on a acquis, et c'est très difficile à remettre en question. Si vous travaillez sur l'adaptation au changement, je vous voyez très bien ce dont il s'agit. Et c'est un biais qui pour moi est assez lié au biais suivant, qui s'appelle le biais de statu quo, qui est un biais qui est lié à l'inertie. En fait, une fois que quelque chose est fait, c'est difficile de le changer. C'est un biais qui est lié aussi au manque d'attention. Par exemple, quand vous allez au travail la première fois, premier jour au travail, vous prenez votre voiture, puis vous ne vous demandez plus jamais comment y aller. Vous prenez toujours votre voiture, vous ne vous reposez plus la question. Et donc, comment on va contrer ce biais-là ? Une façon de faire, c'est de remettre de l'attention là où on n'en avait plus avant. De reposer la question là où on ne se posait plus la question. Pour continuer dans mon exemple de prendre la voiture pour aller au travail, les événements de type challenge mobilité, c'est-à-dire aujourd'hui on va tous au travail autrement que tout seul dans sa voiture, challenge, allez on essaie, et ça nous oblige à nous reposer la question des alternatives. En fait à se dire comment en fait je pourrais venir autrement en voiture et qu'est-ce que je pourrais tester. Et bon, imaginons que je prenne le vélo ou que je covoiture avec un collègue ce jour-là, je m'approprie un petit peu cette alternative, elle devient un petit peu mienne, donc je m'y attache quelque part. Sauf si vraiment c'était nul, mais dans ce cas-là, c'est que c'est pas le mode de transport adapté pour moi. Et si je l'ai déjà fait une fois, venir en vélo, venir en covoit, je pourrais le refaire. Ça m'appartient un peu ce nouveau mode de déplacement maintenant que je le connais. Donc ici, tout ce qui permet de remettre de la conscience là où par automatisme, parce qu'on a trouvé un système qui fonctionne, on ne se posait plus la question, ça va venir aider à lutter contre ce biais de statu quo, d'inertie. Il y a une dernière chose qu'on peut exploiter, qui est encore en lien avec ce biais de statu quo, décidément, on peut faire plein de choses avec ça. C'est bien connu en marketing, par exemple, c'est de vous offrir 1 mois gratuit d'un produit ou d'un service. Dans le livre, il donne l'exemple d'un magazine. Vous avez un magazine gratuit pendant 1 mois, et ensuite il faut vous désabonner, sinon vous commencez à le payer. Eh bien, par le statu quo, que moi j'appelle aussi la flemme, ou la procrastination, la plupart des gens restent inscrits et finissent par payer, alors qu'ils étaient inscrits juste pour avoir la version gratuite. Et les marketeurs, ils ont bien utilisé notre biais de statu quo pour nous manipuler, et on est appâté par l'offre gratuite, et au final, notre cerveau il est trop occupé, on oublie, on a la flemme, on a trop de choses à faire, et peut-être que finalement on le lira ce magazine d'ailleurs, Et donc, bref, on ne se désinscrit pas. Et j'ai essayé de trouver un exemple de comment on pourrait utiliser ce biais à bon escient pour l'écologie au travail. Et je pense qu'une piste, qui est sûrement pas la seule, c'est tout ce qui concerne les programmations automatiques ou les programmes par défaut. Par exemple, par défaut, l'imprimante sort des papiers imprimés en noir et blanc et recto verso. Il faut faire la démarche de changer les paramètres si on veut que de la couleur ou que du recto. Ou alors, par exemple, la climatisation, l'été, elle est configurée à, 25 degrés minimum dans les bureaux. Et si on veut mettre plus frais, il faut se lever
trouver comment on change la température, ou avoir un code pour changer la température, ou une clé, enfin je sais pas, quelque chose. Et donc en fait vous mettez des petits obstacles, hein, et du coup vous avez des chances que les personnes dans les bureaux ne changent pas la température avec ce type de petits freins. Et j'ai trouvé un autre exemple qui va un petit peu plus loin encore. Franchement, il faudrait le tenter. C'est par exemple à la cantine du travail, l'option de base, imaginons c'est un plat végétarien. On vous sert automatiquement un plat végétarien. Et si vous voulez un morceau de viande ou un morceau de poisson, faut le demander. Donc vous pouvez, mais il faut juste le demander. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se contenter du plat végétarien parce que le statu quo, c'est un petit effort supplémentaire de demander à avoir de la viande en plus. J'ai une assiette, elle a l'air bien, je me pose pas trop de questions, je la prends. Et au final, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup moins de consommation de viande si on faisait ça. Et c'est une expérience qui existe déjà sur le pain. Dans un self, si vous présentez le pain sous une cloche avec un petit message qui dit « Avez-vous vraiment besoin de pain pour accompagner votre repas ?» Il y a moins de monde qui va prendre du pain, donc il y aura moins de gâchis de pain, parce que voilà, on prend pas du pain machinalement, alors qu'en fait on mange pas, on n'avait pas fait attention à est-ce qu'on a un truc à saucer ou pas, est-ce que j'ai du fromage, bref. Ça enlève pas la liberté à ceux qui veulent de la viande ou du pain d'en avoir. Ça, c'est important dans le principe des nudges, c'est qu'on n'oblige pas, on incite gentiment, c'est subtil. Donc voilà, ça enlève pas la possibilité de le faire, mais techniquement, moins de personnes vont le faire. Parce que toutes ces personnes qui le prenaient par automatisme, par réflexe, sans réfléchir, et qui le faisaient sans s'en rendre compte, elles vont changer de comportement, mais sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est incroyable. Et cette façon de présenter les choses d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui est défini dans le livre comme étant l'architecture du choix. On est tous, à notre manière, des architectes du choix. C'est-à-dire que la façon dont on va mettre en place quelque chose va toujours influencer les gens. La question derrière, c'est dans quel sens est-ce que je veux les influencer ? Et si c'est dans le sens de l'écologie au travail, il y a plein de choses de ce type à inventer, je pense. Et si je reviens à mon atelier sur les éco-gestes, j'ai trouvé une proposition de nudge pour la question de la bouilloire. Donc en fait, j'ai rien inventé, d'ailleurs. Ce sont des étudiants, ils ont même gagné un concours de nudge qui l'ont inventé. Ils ont dessiné des autocollants en forme de tasse qui se collent sur la bouilloire au niveau, vous savez, de là où on voit la quantité d'eau qu'on met. En général, il y a une petite échelle graduée en litres ou en millilitres ou en centilitres, enfin bref. Sauf que peut-être que ça ne parle pas à tout le monde et que naturellement, sans trop faire attention, on met un demi-litre d'eau à chauffer pour une tasse qui peut contenir même pas la moitié. Et donc ça va être de l'eau qui va être chauffée pour rien, qui va peut-être être gaspillée si la personne derrière, elle vide la bouilloire avant de la re-remplir. Bref. Les autocollants en forme de tasse, ils vont donner une indication très claire et visuelle sur jusqu'où il faut que je remplisse la bouilloire pour avoir une tasse ou 2 tasses ou 3 tasses par exemple. Et voilà, ça évite de mettre trop d'eau. Et ça nous invite donc à se poser la question de combien de tasses je veux remplir là ? Est-ce que j'en fais que pour moi ? Est-ce que j'en fais pour d'autres personnes ? Et donc j'ajuste la quantité et ça vient contrer notre biais où on évalue mal automatiquement la quantité d'eau à mettre dans la bouilloire. Évidemment, ça reste un petit impact, mais comme tous les petits impacts, si on les multiplie par le nombre de bouilloires trop remplies dans le monde, peut-être que ce sera intéressant, in fine. Et surtout, ça illustre cette histoire de biais. Allez, on passe au biais suivant, c'est la façon dont on formule une information. Ça va influencer nos choix aussi. Alors, si on tourne une information de manière positive ou négative, version verre à moitié vide ou verre à moitié plein, vous allez la recevoir très différemment. Et donc, pas forcément agir de la même manière. L'exemple donné dans le livre, c'est une campagne d'incitation pour faire des économies d'énergie. Là, je vais vous donner 2 phrases envisagées. Vous allez vite comprendre laquelle pousse le plus à l'action. Phrase numéro 1. Vous allez économiser 350 $ par an avec des gestes pour économiser l'énergie. Phrase numéro 2. Si vous ne faites pas de gestes pour économiser l'énergie, vous allez perdre 350 $ par an. La seconde phrase, on est d'accord, va clairement plus nous encourager à adopter des éco-gestes. Parce qu'on préfère perdre plutôt que de ne pas gagner, rappelez-vous. Pourtant, on dit exactement la même chose, c'est les mêmes données, mais la formulation fait vraiment la différence. Et si je prends un exemple de mobilité des salariés, dire que si on prend la voiture au lieu d'utiliser le vélo ou le transport en commun, ça nous fait perdre de l'argent,
C'est plus fort que si on nous dit que utiliser le vélo et les transports en commun, ça nous fait économiser. On veut pas perdre, on veut gagner à la rigueur, pourquoi pas, mais surtout on veut pas perdre. Je me demande même si en le liant à la sédentarité, on pourrait pas dire, par exemple, il y a des études qui disent si vous allez au travail à vélo, vous gagnez 6 ans d'espérance de vie. Alors, peut-être qu'on peut dire si vous allez au travail en voiture, vous perdez 6 ans d'espérance de vie. Voilà, peut-être que pour des personnes ça va être très très parlant et ça va les inciter à changer, d'utiliser cet argument-là. Pour continuer, alors je crois qu'on parle plus de biais maintenant, mais bon, il y a d'autres modèles mentaux qui vont influencer nos comportements. Et ici aussi, on peut tenter d'influer gentiment dessus. Alors déjà, les humains se conforment au modèle dominant et veulent faire comme les autres. Donc l'idée c'est que déjà les personnes influentes dans l'entreprise adoptent les bons comportements et qu'il y ait un peu cette sensation que tout le monde adopte déjà ce comportement. Parce qu'en fait, on veut pas être le vilain petit canard en général. Dans une vie en société, on se conforme à la norme. En général. La plupart des gens. Donc le but, c'est de rendre extrêmement visibles les comportements qu'on veut normer. Par exemple, pour supprimer les gobelets plastiques à la machine à café, si on offre un mug à tous les salariés, tout le monde en a un, et l'utiliser, ça devient la norme. Alors que ceux qui ont des gobelets en plastique, c'est bizarre, tout le monde a des mugs. Donc on est un peu l'exception. Et en termes de communication, autre chose qui marche bien, c'est de donner des chiffres, type 90% des salariés éteignent la salle de réunion avant de sortir. Ou alors d'utiliser des smileys contents et des smileys tristes pour montrer le comportement qui est attendu. C'est visuel, on voit vite et facilement si on est dans les clous ou pas. Et en général, on va faire ce qui est bien, hein. On n'est pas des mauvaises personnes dans le fond, c'est juste que, voilà, ce qu'on disait, on n'a pas le temps, on a des comportements automatiques, on réfléchit pas à tout. Donc voilà, ça nous aide à adopter le bon comportement. Alors, il y a un autre comportement étrange, mais que j'adore. C'est que si on demande à une personne si elle va faire quelque chose, eh bien la probabilité qu'elle le fasse ensuite est plus élevée que si on ne lui avait pas demandé. Et en fait, c'est vrai, je reconnais le pouvoir de ce truc-là sur moi-même. Je me souviens, une fois, je suis tombée sur une story Instagram qui demandait si on allait faire des achats en vrac dans la semaine, quelque chose comme ça. Et j'ai cliqué sur, il y avait oui ou non, j'ai cliqué sur oui. Et ben, je vous assure, au moment d'aller faire mes achats, j'y ai repensé et j'ai attrapé mes sacs à vrac, que j'oublie régulièrement. Et pourtant, personne n'allait savoir que j'avais encore oublié mes sacs à vrac. Je m'étais pas engagée en signant de mon sang que j'allais faire des courses en vrac cette semaine-là. Mais je sais pas, ça a configuré mon cerveau pour y penser et pour avoir envie de le faire, je crois. Même si c'était pas un engagement contraignant, je m'y étais un peu engagée quand même, je crois. Par exemple, si vous organisez un atelier écolo au boulot, et que vous demandez aux personnes si elles comptent venir, ou par exemple à la fin de l'atelier vous leur demandez si elles comptent faire une action, rien qu'en leur demandant, vous aurez déjà augmenté significativement la probabilité que les gens participent à l'atelier ou alors fassent l'action en question. C'est complètement dingue et génial à la fois ce pouvoir d'influence, je trouve. En une question, on a influencé un comportement. Et alors, le truc encore plus dingue, si vous voulez ajouter une ou deux questions pour augmenter les probabilités que la personne agisse, c'est de demander quand et comment elle va le faire. En gros, en vous répondant, elle va rendre clair dans son cerveau le trajet jusqu'à cette action. Elle va réfléchir, attends, si je le fais, je vais faire ça comment? Et donc en fait, ça va devenir tellement limpide pour elle, tellement clair, que ça va faciliter son action. Ça veut pas dire que forcément à tous les coups ça marche, elle le fera, mais il y a beaucoup plus de chances qu'elle le fasse. Par exemple, si j'organise un challenge pour supprimer des fichiers sur le serveur le temps d'une journée dans l'entreprise et que je demande à un collègue s'il compte participer, j'augmente la probabilité qu'il participe. Si par exemple sur un challenge mobilité, je lui demande s'il participe, qu'il me dit oui et que je lui demande quel bus il va prendre et à quelle heure, alors là j'augmente vachement plus la probabilité qu'il le fasse. Pour vous donner des chiffres sur la puissance du truc, il y a une étude avec des étudiants en université pour se faire vacciner. Ils avaient tous assisté à la même sensibilisation sur l'importance de ce vaccin, je sais plus ce que c'était bien avant le Covid. Donc le premier groupe sort, et au final, il y en a 20% qui vont se faire vacciner. Le deuxième groupe témoin, avant de les laisser partir, on leur montre une carte du campus où on entoure l'infirmerie où on peut aller se faire vacciner, et on leur demande d'ouvrir leur agenda pour regarder quand est-ce qu'ils pourraient y aller.
Et là, on a plus de 70% des étudiants du groupe qui y sont allés. C'est énorme. Juste en rendant un peu plus claire la manière de faire pour eux. Donc ça prend pas de temps, et vous rendez utile tout le blabla et l'énergie que vous avez passé à monter une action. Juste en quelques questions, vous allez les encourager à passer à l'action. Et apparemment, même sans interroger la personne directement, mais par exemple en faisant remplir un formulaire aux personnes, en leur demandant si elles vont appliquer quelque chose, quand, comment, etc., ça peut aussi fonctionner. J'en reviens toujours pas, comme c'est un truc de dingue ce nudge, et il faut absolument que vous pensiez à l'utiliser, c'est beaucoup trop simple pour ne pas le faire. Et c'est ce que je voulais aussi mettre en place à l'issue de l'atelier que j'avais animé sur les éco-gestes, mais j'ai un peu manqué de temps à la fin, on l'a fait un peu qu'à moitié. En gros, après avoir présenté la liste de tous les éco-gestes et toutes les actions environnementales possibles proposées pour l'entreprise, par un groupe de salariés qui l'avaient préparé en amont, j'ai demandé aux personnes d'indiquer ce qui était le plus important pour elles et sur quelles actions elles avaient envie de s'engager. Donc je les ai fait écrire sur des post-it, où elles notaient si elles avaient envie de s'impliquer sur quelque chose. Et ce qui ressortait, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis qu'elles voulaient s'impliquer sur le compost. Donc c'est chouette, parce que je me dis, celles qui ont noté sur un post-it que ça les intéressait, probablement que juste avoir fait ça, noter je suis intéressée par le compost sur un post-it et l'avoir donné, ça va grandement augmenter les chances que ces personnes-là, elles participent à l'action au final. Mais en fait, c'était un peu la fin de l'atelier, donc il y a des personnes qui commençaient à partir, tout le monde n'a pas rempli de post-it, donc faites aussi attention à ça, si vous voulez utiliser ce nudge à la fin d'un atelier, réservez bien du temps pour le faire, parce que sinon ça risque de passer à la trappe au niveau timing. Bon, moi j'avais manqué de temps sur la fin, parce qu'il y a eu énormément de questions, de à quoi je ne m'attendais pas, parce que il y avait vraiment un biais peut-être de pessimisme de la part des organisateurs qui m'ont un peu fait comprendre que ça allait être compliqué de les mobiliser, les salariés. Et en fait, j'ai eu plein de questions hyper pertinentes sur l'impact carbone de la voiture par rapport à d'autres modes. Donc j'ai montré le site monimpacttransport.fr. Et puis ils m'ont demandé, mais ça correspond à quoi, une tonne de carbone? Donc je leur ai montré le site monconvertisseurco2.fr. Et une tonne de carbone, c'est équivalent à 5180 km en voiture ou 31 smartphones, par exemple. Je pensais pas aborder la comptabilité carbone comme ça dans l'atelier, mais en fait, ça les a intéressés, donc je suis ravie, et c'est des infos aussi hyper importantes. Ces sites-là, c'est toujours bien de les avoir sous le coude quand on discute avec des collègues pour montrer un peu de concret et des ordres de grandeur. Bon allez, je passe à la suite parce qu'il y a encore des schémas mentaux à exploiter et il faut que je vous présente. Alors, tous ces biais et ces influences cérébrales, ça peut laisser croire que nous les humains, nous sommes complètement neuneux, qu'on ne réfléchit pas, mais non. Rappelez-vous, en fait on est juste pressé, on n'a pas le temps de tout analyser tout le temps, on comprend vite, mais il faut attirer l'attention de notre cerveau. Et c'est toute l'idée du nudge. Et le prochain est dans cette idée. C'est de donner un retour d'information sur l'action et sur son bénéfice le plus tôt possible. Parce que on aime bien agir et que ça serve à quelque chose. Par exemple, si vous avez une fuite d'eau chez vous et que vous ne vous en apercevez qu'au bout de 2 mois en recevant la facture d'eau, c'est dommage, parce que vous auriez pu régler le problème plus tôt. Ou si vous faites un régime, vous interrogez votre balance régulièrement pour voir si ça fonctionne. Là, c'est un peu la même idée. C'est un peu l'idée, sauf que dans l'écologie au boulot, les impacts sont parfois invisibles, et surtout, ils sont très long terme, ça va pas être aussi rapide le retour sur action. Donc, il faut trouver des façons de rendre visible un impact qui est invisible. Vous avez 2 heures. Bon, par exemple, si j'affiche les consommations d'énergie de votre bureau en direct et en continu, ça vous incitera très certainement à éteindre les lumières et votre ordinateur quand vous partez le soir. Parfois, on peut pas montrer de chiffres. Dans ce cas-là, on peut montrer une image aussi. Je me suis beaucoup amusée moi-même avec cette idée. Mais par exemple, imaginons, sur la machine à café, vous avez le choix entre je prends un gobelet plastique ou je mets mon mug dessous et du coup ça me distribue pas de gobelet. La plupart des machines à café d'ailleurs ont cette option normalement, il faut juste la régler. Donc par exemple sur le bouton gobelet, au-dessus, vous mettez une image de la mer avec des déchets plastiques, des baleines qui meurent, des tortues étouffées, des trucs sympas comme ça. Et sur le bouton non pas de gobelet par exemple, vous mettez une belle mer bien propre. Là, il y a des chances qu'on ait très envie de cliquer sur « Non, je ne prends pas de gobelet ». Parce qu'on veut choisir la belle mer plutôt que le continent de plastique.
Peut-être que certains râleront que c'est un petit peu grossier comme façon de faire. C'est vrai, c'est un peu grossier. Mais bon, c'est pas pire que les publicités greenwashing qui nous disent que consommer c'est bon pour la planète. Là au moins, avec mon exemple de gros blé, c'est grossier mais ça va dans le bon sens. En tout cas, si vous testez cette idée, envoyez-moi des photos, je veux voir ce que ça donne. J'ai pas de machine à café à mon travail. Enfin, c'est une cafetière classique, donc on n'a pas de gobelet. Alors, je continue. Le livre nous donne aussi quelques clés supplémentaires dans son chapitre sur l'environnement. Bon, qui s'adresse quand même plutôt aux États et aux collectivités, mais on y retrouve quelques idées de nudge qu'on peut explorer. En fait, les auteurs expliquent que les principaux problèmes de nos cerveaux par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique, c'est que, déjà numéro 1, on ne paye pas les dégâts qu'on inflige à l'environnement. Et au travail, c'est encore pire, parce que déjà, souvent, on ne paye pas le coût économique, on paye pas la lumière, l'électricité, tout ça. Quand on utilise l'avion pour se déplacer pour un déplacement pro, on paye pas l'avion. Et alors, on paye encore moins les conséquences environnementales. J'ai en tête un salarié qui racontait que ses collègues surchauffaient les bureaux. Et il disait qu'ils s'en fichaient parce que de toute façon, c'est pas eux qui payaient. Et l'impact environnemental de leur consommation énergétique, a priori, ça les intéressait pas spécialement. Donc voilà, ça c'est le problème numéro 1. Et le problème numéro 2, c'est qu'on n'est pas forcément informé ou conscient des conséquences environnementales de nos actes. En fait, le système action-conséquence, quand ça concerne l'environnement, on l'a dit, il est très long, donc on voit pas immédiatement le lien entre j'utilise ma voiture et catastrophe climatique. Et pour ces deux sujets, on peut prendre un exemple de nudge sur les entreprises qui ont eu une obligation de communication. En fait, elles étaient obligées de communiquer publiquement un bilan carbone ou un bilan de leur consommation d'énergie ou de rejet de gaz, quelque chose comme ça. Et l'obligation, c'était juste de communiquer publiquement, pas forcément d'agir dessus, il y avait rien à faire. Mais juste en communiquant publiquement, cette obligation d'affichage, elle a fait que les entreprises, elles ont d'elles-mêmes amélioré leur impact environnemental. C'est un peu aussi la même idée avec l'indice de réparabilité par exemple. Le fait d'avoir un indice de réparabilité affiché quand on achète un produit, on va comparer quel téléphone, quel ordinateur, quelle machine à laver est la plus réparable. Et donc forcément, les marques, sachant ça, elles vont essayer d'avoir un indice de réparabilité pas trop mauvais. Parce que, toujours pareil, on veut pas être en queue de course, on veut pas être le dernier, on est en compétition, en plus là, entre entreprises, donc on s'améliore. C'est la même idée que j'ai évoquée un peu plus tôt, avec notre biais on veut se conformer à la norme. Par exemple, si sur chaque porte de bureau, on avait notre consommation d'énergie individuelle au travail avec un smiley content ou triste en fonction de comment on se situe par rapport aux autres salariés, je suis convaincue que les consommations d'énergie, elles baisseraient. Avant de vous laisser avec tous ces apprentissages, je voulais quand même essayer de récapituler tous ces nudges que je viens de vous présenter et qu'on peut utiliser pour influencer les comportements pour plus d'écologie au travail. Si vous avez oublié, parce que votre cerveau était concentré sur autre chose, que vous deviez analyser tous les nudges dont j'ai parlé pour votre action écolo au boulot, c'est pas grave, reprenez-la en tête, je vais relister tous les nudges et ça va peut-être vous aider à vous y remettre. Alors le numéro 1, c'était l'idée d'éduquer, de conscientiser, de montrer, d'expliquer. C'était mon idée, vous savez, où j'étais la rabat-joie de service qui cassait un peu le biais d'optimisme, qui pointait le doigt là où ça faisait mal. Non, ce comportement, c'est pas soutenable, je vais t'expliquer pourquoi, il faudra changer dans les années qui viennent. C'est une première approche, déjà. En tout cas, il faut avoir conscience de ce biais-là. Ensuite, 2, on peut jouer avec nos programmes par défaut, avec notre cerveau automatique. Soit pour construire de nouveaux programmes par défaut, par exemple mon imprimante recto verso ou le plat végétarien à la cantine si on ne demande pas de viande. Et souvent les personnes, rappelez-vous, elles vont conserver ce programme par défaut. Ça les empêche pas de choisir autre chose si elles le veulent vraiment, toujours. Ou alors on peut déconstruire nos programmes par défaut. Et ça on le fait en faisant réfléchir les personnes, en leur faisant se reposer des questions là où elles n'étaient pas vraiment attentives. Comme par exemple avec le challenge mobilité pour re-questionner notre mobilité pour aller au travail. Tiens, c'est vrai, comment je pourrais faire autrement ? Numéro 3, on fait attention à la manière dont on formule les choses. Et ça, franchement, c'est toute la journée quasiment qu'on formule des questions ou qu'on explique quelque chose d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'on fasse, ça va influencer les actions derrière. Donc, choisissez comment vous formulez les choses. Et rappelez-vous, on préfère ne pas gagner plutôt que de perdre. Donc on peut présenter aussi les choses de manière positive ou négative.
Numéro 4, on se conforme au modèle dominant. On veut faire comme les leaders et comme tout le monde. On n'a pas envie d'être le vilain petit canard. Donc, on change l'environnement, on montre les bons modèles et les personnes suivront, pour la plupart. Numéro 5, demandez aux personnes si elles vont faire quelque chose, quand est-ce qu'elles vont le faire et comment elles vont le faire. Le fait de suggérer de cette manière va augmenter les chances que la personne agisse. C'est mon nudge préféré, vous l'avez compris. Et numéro 6, donner du retour le plus rapidement possible sur une action, un compte rendu le plus vite possible. Et pour la transition écologique, l'enjeu ça va être de rendre visible le plus rapidement possible quelque chose d'invisible. Rendre visible les impacts du plastique, les impacts de notre consommation d'énergie, ou même le fait que quelque chose consomme beaucoup ou pas. Voilà, il faut montrer, il faut rendre visible, parce que sinon on le voit pas. Globalement les nudges, je dirais que le principe, c'est qu'il faut qu'on facilite la tâche à nos cerveaux occupés en mode automatique. Montrer quelle serait la meilleure option, par défaut, on peut l'expliquer, le faire comprendre de manière visuelle. Je pense qu'on peut aussi jouer sur d'autres sens, en utilisant le son ou les odeurs peut-être. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous partager sur ces études autour de notre cerveau et des nudges. Bon, en vrai, je pourrais raconter beaucoup plus de choses, mais il faut bien arrêter un jour. C'est les nudges, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en marketing pour nous vendre des choses dont on n'a pas besoin. Bon, peut-être que des fois, ça nous vend des choses utiles, on sait pas. Mais bon, moi je vous propose plutôt de l'utiliser à bon escient pour influencer, gentiment, sans obligation ni triche, vos collègues à adopter les bons comportements pour notre planète, sans que ce soit aussi trop compliqué pour eux. Ça leur facilite la vie. Bon, c'est bon, vous avez toujours en la tête l'action écolo au boulot que vous vouliez faire réaliser à vos collègues ? Alors ne perdez pas de temps et notez toutes les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de cet épisode afin de pouvoir les appliquer au plus vite. Et si vous ne pouvez pas prendre de notes, je vous propose un résumé de ce podcast sur le blog Écolo au boulot. Le lien est dans la description. Et si vous manquez d'idées écolo au boulot à tester avec des nudges au travail, je doute vraiment que vous n'ayez aucune idée. Mais bon, sait-on jamais. Alors, je vous donne rendez-vous sur le e-book gratuit de 66 actions écolo au boulot que vous pouvez télécharger. Il y a plein d'idées, plein d'échelles différentes et donc le lien est toujours dans la description de cet épisode. C'est sur le blog. Alors, vous allez mettre en place un éco-nudge au travail ? Lequel allez-vous choisir ? Comment est-ce que vous allez le mettre en place ? Et quand est-ce que vous allez le mettre en place ? Allez, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, laissez une note à ce podcast sur votre plateforme d'écoute si elle le permet, ou un commentaire. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le blog. Voilà, venez partager le nudge que vous avez imaginé pour votre entreprise par exemple. Je compte sur vous pour appliquer tous ces conseils. Bon courage. Moi je reste à votre disposition pour vous aider au besoin avec toute la petite communauté des écolos au boulot. Allez, ciao ciao!